et bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité de ce mardi soir, des victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis ont pointé du doigt les dysfonctionnements d'aide et d'information lors d'auditions menées hier par une commission d'enquête parlementaire. C'est ce que nous verrons. Un documentaire bouleversant sur la guerre en Irak. Le chef-d'œuvre et près de 6 heures d'Abba Fadel est incontournable pour ceux qui veulent comprendre les conséquences de l'invasion et donc de la dévastatrice de l'invasion américaine. La psychologue, psychothérapeute et formatrice et enseignante Brigitte Pro nous expliquera pourquoi l'orientation se prépare dès la seconde au lycée. Et enfin notre éclairage, comment comprendre tout sur le virus Zika, c'est ce que nous verrons. Mais tout de suite donc, les victimes des attentats de Paris du 13 novembre dernier et ainsi qu'à Saint-Denis ont été attendues hier par une commission d'enquête parlementaire. Elles ont raconté notamment les ratés des dispositifs d'aide et d'information et donc le questionnement des responsabilités de l'État français sur ces plusieurs points. Je vous propose de regarder ce reportage signé ce soir Miguel Medina. Chaque semaine, David retrouve Stéphane dans un bar pour passer une soirée ensemble. Ça va ? Chez ces deux hommes si différents, Stéphane, 49 ans, cadre supérieur, et David, 24 ans, photographe, une amitié très forte est née. Le 13 novembre dernier au Bataclan, c'est le rock qui les avait réunis, un concert inachevé. Ils retourneront voir les Eagles of Death Metal. Il y a vraiment une volonté de se retrouver tous ensemble, tous ceux qui ont vécu ça. Bon, là, c'est vraiment de recommencer le concert là où on s'était arrêté, entendre la même musique et revoir peut-être les mêmes gens que j'ai pu croiser. Il y a plusieurs fois où je me suis dit que le 13 novembre, en fait, une partie de ma vie s'était arrêtée. Peut-être que le 16 février prochain, ça va recommencer doucement, je sais pas. Ce soir-là, la vie de David a bien failli s'arrêter. C'est lui que l'on voit en haut à droite, suspendu dans le vide, avant que deux des terroristes ne lui demandent de rejoindre les otages, enfermés dans une pièce. Ils passeront 2h30 avec les tueurs. Ils ont demandé à un des otages de brûler des billets de 50 €. Voilà. Je pense qu'ils voulaient signifier qu'eux, ils n'avaient plus aucun lien avec leur vie terrestre. Et les terroristes iront encore plus loin dans l'horreur. Un des otages a fait une remarque ou a rigolé et un des deux terroristes l'a mis à part et a fait un simulacre qu'il était en train de lui tirer une balle dans la tête. Quand cette balle a retenti, je m'attendais à entendre un cadavre tomber, en fait, un corps tomber sur le sol, sauf qu'il ne s'est rien passé. Et ça a été un ascenseur émotionnel parce que pour moi, j'étais profondément triste et choqué d'entendre ça, d'assister à ça. Et derrière, de me dire qu'en fait, non, il était en vie. Donc il y avait toujours un espoir. 2h30, tous deux côte à côte, se tenant la main pour se donner du courage. Après leur libération, ils ont eu besoin de se revoir. On s'est rendu compte qu'on s'aimait bien et qu'on avait plein de choses à partager. Et donc on se voit régulièrement. J'ai toujours un très grand sourire quand je le vois parce que ça me rappelle à quel point on est vivant en fait. En 1991, l'Irak devenait sous le vouloir du premier terrain de guerre en direct. Alors que la guerre du Golfe était éclatée dans la nuit du 16 au 17 janvier dernier, voyez le reportage d'Inès Hologaré qui s'est rendue là-bas en Irak pour le Grand News. C'est une histoire du temps qui passe et de l'attente de la guerre. Une histoire vécue à travers la vie d'une famille à l'aube de l'invasion américaine en Irak. Cette famille, c'est celle d'Abbas Fadel, le réalisateur. Il a choisi de rentrer en Irak et de rejoindre les siens avant que le conflit n'éclate. Sans se mettre en scène, il les filme pour montrer au monde le quotidien des 25 millions d'Irakiens pris en otage par la menace de la guerre. L'Irak s'était réduit à quelques clichés, c'est-à-dire Saddam,
la dictature, l'axe du mal, les armes de destruction massive. Mais au-delà, il y avait les Irakiens, c'est-à-dire il y avait ma famille, mes amis, les gens que je connaissais. Et je voulais les montrer, voilà, je voulais que les gens sachent qu'au-delà de Saddam, il y a de vrais gens. Le 20 mars 2003, les Américains bombardent Bagdad. La famille se réfugie à la campagne les premières semaines. À son retour, il faut désormais adapter le quotidien à la présence des GI. Il y avait l'espoir que dans les semaines et mois à venir, les choses allaient s'améliorer. C'est-à-dire la violence allait cesser, qu'il y aurait un vrai gouvernement, une vraie démocratie. Aujourd'hui, on sait que non, la situation n'a fait qu'empirer. Par exemple, j'ai filmé dans la ville de Hit. Cette ville, elle est sous le contrôle de Daesh depuis un an. L'une de mes sœurs, elle vit là-bas, elle et ses enfants. Donc ils sont otages de Daesh qui ne les laissent pas sortir. Voici Hit, avant la guerre. La famille y avait passé des vacances. Aujourd'hui, elle ne sera plus jamais au complet. Le petit Haïdar, 11 ans, a été tué par une balle perdue, peu de temps après son retour à Bagdad. Trop de lycéens s'aperçoivent que, en fait, en terminale, ils auraient dû se mettre au travail plus tôt. Alors, choisir ces études qui leur plaisent sur admission, comme nous l'explique Brigitte Pro. Alors, dans un monde idéal ou réaliste, et plutôt réaliste pour moi, l'orientation se prépare au moins dès la seconde. Et parfois en amont, dès la 4e, il y a des textes officiels pour cela. Simplement, il s'agit de voir ce qu'on en fait. C'est-à-dire le lycéen, dès la seconde, construit son autonomie par rapport à des méthodes d'apprentissage, par rapport à des goûts, des centres d'intérêt. Il se trouve dans une période où il est très curieux, où il ouvre beaucoup, effectivement, de champs possibles. Chaque lycéen et ses parents ont le temps, à partir de là, de mûrir ce projet. Et ont le temps aussi d'en changer. Forcément, à la fin de la seconde, il y a le choix de la série. Et le choix de la série va évidemment être l'occasion de réfléchir à quelle série la meilleure, sans tomber dans le piège de la série S à tout bout de champ ou à tout crin, ou à tout prix d'ailleurs. À un moment donné, la série S ouvre beaucoup de choses. Oui, ouvre beaucoup de choses. Simplement, si le lycéen peut y réfléchir en amont, quelquefois, il verra que son choix va être beaucoup plus argumenté et il va s'engager soit dans la série S, soit dans une autre série, mais en sachant pourquoi il y est. Je le vois dans ma pratique, les bacheliers qui ont mûri leur projet dès la seconde arrivent en terminale beaucoup moins stressés. Et leurs parents sont beaucoup moins angoissés aussi. Et à un moment donné, ils disent qu'APB, au fond, c'est une formalité administrative. Rien n'empêche, encore une fois, d'en changer, de le moduler au cours de la première et de la terminale. Mais si on ne part pas de quelque chose de solide en seconde, eh bien, on manque beaucoup de paliers. Ça va assez loin, cette histoire-là. J'ai rencontré un lycéen qui avait très peu l'habitude de travailler au collège et qui passait de classe en classe assez facilement. Eh bien, en seconde, réfléchissant à son projet, il s'est mis à travailler régulièrement dès le 2e trimestre pour avoir une série STI 2D, Sciences de l'ingénieur, qui tout d'un coup avait rencontré effectivement son intérêt. Et il s'est mis à travailler, mais vraiment de façon très régulière, pour prendre sa chance. Et du coup, il est allé voir pour des écoles d'ingénieurs ce que demandaient en terminale les écoles d'ingénieurs comme niveau. Quelle stratégie, quelle matière travailler? Eh bien, rien que cela, ça évite à pas mal de lycéens en terminale d'être déçus en se disant si j'avais travaillé davantage en première, je n'en serais pas là. Je rencontre certains lycéens qui sont même en colère vis-à-vis de certains adultes en disant « les adultes ne m'ont pas dit qu'il s'agissait de m'y mettre bien avant, car travailler un seul trimestre ou 2 trimestres en terminale ne me permettra pas de choisir l'école que je voudrais. » Du coup, accompagner tous ces jeunes, accompagner tous ces lycéens,
Ça signifie ne pas leur mentir aussi et leur donner accès à l'information la plus ajustée possible, du coup, pour qu'ils ne soient pas enfermés dans un rêve irréalisable qui s'appelle du coup une illusion. Comment se protéger bien du virus Zika? Comment se transmet-elle? Réponse grâce à ce reportage tout de suite. L'inquiétude grandit à propos de l'épidémie de Zika, soupçonnée d'être à l'origine de graves malformations congénitales en Amérique latine et notamment au Brésil. Alors que des cas sont détectés en Europe, l'OMS s'inquiète d'une propagation explosive qui pourrait être amplifiée par le réchauffement climatique, puisque celui-ci favorise l'expansion des moustiques vecteurs du virus. Zika est un virus transmis à l'homme par des moustiques du genre Aedes, auxquels appartiennent par exemple les moustiques tigres. Ce sont ces moustiques qui sont responsables de la transmission de la dengue ou du chikungunya. Zika tire son nom d'une forêt d'Ouganda, où il a été identifié pour la première fois en 1947, chez un singe. Dans plus de 7 cas sur 10, la maladie déclenchée par le virus ne présente aucun symptôme. Les malades sont donc difficiles à identifier. S'il y a des symptômes, ils sont comparables à ceux de la grippe. Fièvre, maux de tête et courbatures. Ils sont accompagnés d'éruptions cutanées qui apparaissent 3 à 12 jours après la piqûre du moustique. Le virus pourrait aussi entraîner des complications neurologiques comme le syndrome de Guillain-Barré, qui provoque des paralysies musculaires réversibles. Lorsque la personne infectée est une femme enceinte, le virus est soupçonné de causer une malformation fœtale, la microcéphalie. Il s'agit d'une insuffisance de croissance du cerveau qui peut entraîner, dans ses formes les plus sévères, des retards de développement très importants et irréversibles. Les zones à risque de Zika sont celles où se concentrent les moustiques vecteurs de la maladie, Aedes aegypti et Aedes albopicti. Ces moustiques ont besoin de chaleur et d'eau, c'est pourquoi ils sont d'abord présents dans la zone intertropicale. Jusqu'au début des années 2000, quelques cas sont observés en Afrique, mais on ne parle pas d'épidémie avant 2007. Car en 2007, sur l'île de Yap, en Micronésie, le virus infecte les 3/4 de la population. La première épidémie est identifiée. En 2013, le virus arrive en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, puis sur les îles Cook et l'île de Pâques. En mai 2015, au Brésil, une nouvelle épidémie se déclenche dans l'état de Bahia. Zone tropicale, forte densité de population, toutes les conditions y sont réunies pour que l'on assiste à une épidémie majeure. On estime que 1,5 million de personnes ont été infectées depuis le mois de mai et que plus de 4000 microcéphalies seraient dues au virus. Désormais, la très large majorité des pays d'Amérique latine et plusieurs îles des Antilles sont touchées. En 2016, la Guyane et la Martinique ont atteint le seuil épidémique. Virus de la mondialisation, Zika est aussi importé dans les pays tempérés. En raison du réchauffement climatique, les moustiques capables de transmettre le virus remontent de plus en plus vers le nord. Ils se répandent depuis le début des années 2000 en Europe du Sud. Et selon le GIEC, la zone écologique de présence de ces moustiques pourrait s'étendre davantage en 2050. En période hivernale, en Europe, le moustique tigre n'est pas actif. Mais à partir de mai, des foyers sporadiques pourraient apparaître dans le sud de la France, où il est désormais présent dans 18 départements. Pour l'heure, il n'existe ni traitement ni vaccin contre la maladie provoquée par le virus. Les autorités sanitaires s'interrogent en outre sur la transmission interhumaine du virus par voie sexuelle après la découverte d'un potentiel cas au Texas. Pour l'heure, la seule manière de lutter contre le virus est de se protéger des piqûres de moustiques. Le port de vêtements longs est recommandé, ainsi que l'utilisation de répulsifs et de moustiquaires. Pour stopper la dispersion du virus, le ministère de la Santé recommande aussi de détruire les larves et les gîtes potentiels de moustiques, c'est-à-dire tout récipient contenant de l'eau stagnante. Soucoupes sous les pots de fleurs, gouttières, pneus usagés doivent être vidés. Il est enfin formellement déconseillé aux femmes enceintes de voyager dans les pays touchés et les couples qui vivent dans ces zones sont invités à reporter leur projet de grossesse de quelques mois, le temps de mettre fin à l'épidémie. L'ONU vient de demander aux pays touchés par le virus d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement. Et j'en viens à cette information. Comment sensibiliser les jeunes au concept du patriotisme et de défense de la nation française? La réponse signée Alix Lagardeau. Et ensuite, nous retrouverons en duplex à Londres Marco Perolini. C'est un chercheur à Amnesty International. Regardez.
8h30, 8h45. La discipline militaire leur est inconnue, mais aujourd'hui, pour quelques heures, ces 350 jeunes vont devoir s'y plier. Ils s'apprêtent à faire leur journée de défense et de citoyenneté, la JDC, un passage obligé qui a compensé la suspension du service militaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Un spécial. Seule motivation pour certains, obtenir l'attestation de participation qui leur permettra de passer le permis de conduire ou encore de se présenter à certains concours d'école. Dans cette salle, les lycéens ne sont pas dépaysés. La différence aujourd'hui, ce n'est pas un prof qui leur dispense le cours. Donc je me présente, je suis parachutiste. Donc dans un premier temps, on va passer un petit film. Une succession de notions basiques sur l'histoire et la citoyenneté. Depuis plus de 50 ans, l'armée française est intervenue à de nombreuses reprises. Allez, finis la sieste là, ceux qui dormaient. On étudie ça en fait en cours, donc ça m'a pas servi à grand chose. Vous avez une attaque ciblée. Début janvier, François Hollande a évoqué l'idée de transformer cette journée en une semaine de défense et de citoyenneté. 5 jours, je pense que ça fait un peu beaucoup quand même. Qu'on dise tout ça en une journée, c'est déjà pas mal. Après 5 jours, je pense que ça fera beaucoup pour des jeunes comme nous, je pense. Mais pour d'autres, cette journée s'avère très utile. Dans la salle d'à côté, les jeunes appelés passent un test de français. Objectif, détecter les profils analphabètes. À quelle heure peut-on voir le film Noir Destin? 13h30? 18h30? À l'issue du test, les résultats arrivent directement sur le bureau de 7 agents. Ils convoquent alors ceux qui ont échoué. Je viens de récupérer la table 18, le jeune de la table 18. À 19 ans, ce jeune homme a abandonné le lycée avant d'obtenir le moindre diplôme. Aujourd'hui, des pistes de réorientation vont lui être offertes. Donc, avez-vous entendu parler maintenant du service militaire volontaire? Un peu là. D'accord. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je traîne. Vous traînez? C'est pas bon? Ouais, je sais. Ah ouais. Vous voulez peut-être pas reprendre des études? Ouais, c'est ça qu'ils veulent me faire faire, mais moi j'aime pas trop les études. Vous voulez pas rentrer dans l'armée? L'armée? Vous savez pas? Pour le formateur, l'aspect social de cette journée reste essentiel, surtout depuis la fin du service militaire. On avait des paysans, des fils de paysans, on avait des fils de magistrats et autres. Et c'était ça, c'était important ce mélange-là. Depuis qu'il n'y a plus de service militaire, c'est à nous aussi maintenant de faire cet échange-là. On leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Le service militaire avait été créé à la Révolution dans le but de former le plus grand nombre à la défense de la patrie. Il a finalement été suspendu en 1997 pour laisser place à la JDC. Ces deux députés voudraient voir cette journée supprimée au profit d'un système d'immersion des jeunes en unité militaire. C'est une journée trop courte pour effectivement les sensibiliser sur l'esprit de défense. Et puis je crois que la JDC, elle a beaucoup déçu également, elle déçoit des jeunes. Et ça coûte quand même plus de 100 millions d'euros. C'est plutôt de proposer un mouvement de jeunes, comme il en existe au Canada, qui est les cadets, le mouvement des cadets de la défense, où on peut intéresser les jeunes de 12 à 18 ans. Un parcours citoyen plus long, c'est justement ce qu'ont choisi Chloé et Maverick. Ils réalisent un service civique, 6 à 12 mois dans une association ou une collectivité, un système que François Hollande aimerait également renforcer. Il date de quand, le château? De quelle époque? Du Moyen-Âge. Depuis octobre, Chloé anime des sorties périscolaires sur le thème des monuments historiques. Pour un peu plus de 500 € net par mois, la jeune femme travaille pour une association locale spécialisée dans le patrimoine. Dans un contexte d'emploi difficile, elle avoue que sa première motivation pour le service civique n'était pas citoyenne. Au lieu de rester au chômage plusieurs mois et d'avoir du mal à trouver du travail, j'ai préféré faire un service civique, histoire d'avoir pas mal d'expérience et de pouvoir ensuite chercher un emploi plus facilement. Maverick, lui, a un parcours scolaire plus chaotique. Avec son seul bac en poche, le jeune homme ne savait pas quoi faire de sa vie. Pour lui, ce service civique auprès de la Croix-Rouge représente une deuxième chance. Sans le service civique, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le service civique, c'est également se sentir utile. Moi, par exemple, lors de mes missions, je me sens utile. Il y a des personnes qui viennent, je suis là pour les aider, donc je me sens bien. Après 3 mois auprès de l'association, il est temps de faire le point avec son tuteur. Suivre
l'exemple de tes aînés qui étaient là l'année dernière à ta place. Depuis qu'il chapeaute des jeunes en service civique, Vincent est persuadé que cette expérience peut changer des vies. Pour ceux qui décrochent dans la vie, c'est effectivement une perche qui leur est tendue pour pouvoir remettre les pieds dans les sabots et dans le bon chemin. Revenir dans le droit chemin, aider les jeunes à éviter l'isolement, le chômage ou même la radicalisation, autant de raisons qui poussent à vouloir renforcer ces dispositifs. Et nous sommes en duplex avec Marco Perolini. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur pour Amnesty International. Vous avez rédigé un rapport sur l'état d'urgence en France. On va en parler. Mais d'abord, votre avis sur ce reportage. Que pensez-vous de ces initiatives ? Quel est le but de ces initiatives selon vous ? Oui, bonjour. Effectivement, je pense qu'il faudra s'interroger par rapport au but de ces initiatives. Alors, c'est quoi leur but? Si le but de ces initiatives, c'est en effet d'intégrer les jeunes, de promouvoir leur intégration socio-économique, pourquoi pas? Mais il y a tout un autre tas de thèmes, de sujets que, en fait, méritent l'attention des autorités françaises. Et je vous retrouverai demain. Nous découvrirons comment comprendre d'où vient la menace d'une nouvelle crise financière. Ce sera bien sûr dans le Grand News, ce sera l'éclairage de la rédaction dès demain. Et ce soir, vous n'oublierez pas la rediffusion du Grand News qui sera cette fois-ci à minuit 15. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20h15 dans le Grand News. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur cette antenne. À demain.